Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et de manière effectivement très condensée, vous présenter très rapidement la Croix-Rouge française et la gestion de crise, et notamment en s'appuyant sur l'organisation que nous avons pu mettre en place pour la Covid-19. Une intervention à double voie qui, je vous rassure, respectera le temps imparti. Une première partie que j'assurerai sur la présentation de la Croix-Rouge et notre organisation par rapport à la gestion de crise. Et ensuite, Éric Carré vous parlera plus de la qualité et de la mise à disposition d'une direction de sa direction de qualité au service de la gestion de crise. Alors, peut-être rapidement, si les diapositives circulent correctement, ce qui voilà. Diapositive suivante. Peut-être simplement revenir un instant sur ce que représente la Croix-Rouge française, parce que très souvent, on a peut-être une image de ce qu'est la Croix-Rouge, on l'a sans l'avoir. Donc simplement vous préciser que nous sommes donc la Croix-Rouge française, qu'on a une double particularité. La première, c'est d'avoir un statut privilégié d'auxiliaire des pouvoirs publics. Et un deuxième, c'est d'appartenir à un mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui regroupe notamment, en plus de cette fédération internationale de la Société du Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou du Comité international de la Croix-Rouge, ce mouvement international est composé de 192 sociétés nationales, dont celle de la Croix-Rouge française. Nous avons notre spécificité, une présence sur l'ensemble du territoire français, métropolitain et ultramarin, puisque nous avons 101 délégations départementales et tous les secteurs ultramarins, il y a une présence de la Croix-Rouge française sur chacun de ces secteurs. Donc, 101 délégations départementales et des structures locales, ce que nous appelons des unités locales, puisque nous avons à peu près plus de 1000 sites locaux qui nous permettent d'avoir une réponse de proximité. Et ça, c'est un des éléments importants. Sachez aussi que au-delà des 60 000 bénévoles que nous coordonnons, nous avons également 18 000 salariés qui travaillent notamment dans 650 établissements, des établissements essentiellement liés à une activité sociale ou médico-sociale. Et comme vous le savez aussi probablement, l'activité opérationnelle de sécurité civile est codifiée en France. Et nous avons donc un agrément qui a été délivré par le ministère de l'Intérieur qui permet à l'association Croix-Rouge française de pouvoir exercer des missions de sécurité civile sur 4 domaines: les opérations de secours, les opérations de soutien aux populations sinistrées ou l'encadrement des bénévoles spontanés sur les opérations de soutien aux populations. Le dernier agrément étant celui qui nous permet d'assurer des dispositifs prévisionnels de secours. Vous dire simplement peut-être qu'effectivement la gestion de crise, la réponse à l'urgence fait partie de l'ADN de la Croix-Rouge, est au cœur de l'emblème que nous portons. On a une expérience à la fois au plan national et à la fois au plan international. Donc sur des opérations d'urgence, nous avons l'expérience soit à la suite de catastrophes, notamment d'opérations d'assistance et de soutien aux populations. C'était le cas notamment il y a une dizaine de jours sur le premier épisode Sevenol de cette année 2020, ou encore vendredi dernier sur notamment l'attaque sur Paris, où nous avons mis en place un centre d'accueil des impliqués en soutien aux populations, des dispositifs de secours à personne comme je viens de vous décrire, participation des dispositifs de rapatriement de ressortissants français, comme ça peut être le cas lorsqu'il y a des troubles à l'étranger. On se souviendra soit de la guerre du Liban, soit de la Côte d'Ivoire, soit de différents événements pour lesquels l'État français a organisé le rapatriement de ses ressortissants, et enfin de participation à des dispositifs de grands rassemblements de foule. Bref, nous avons donc un champ de participation et d'expertise à des opérations d'urgence qui est très varié. Il en est de même à l'international, diapositive suivante, pour lequel nous sommes présents au travers de nos territoires ultramarins sur les 3 zones du continent, à la fois sur la zone Pacifique, sur l'océan Indien et sur l'Amérique Caraïbe. Sur chacune de ces zones, nous avons des plateformes
pour assurer une réponse en situation de catastrophe. Donc, nous avons une plateforme sur chacune de ces zones. Toutes ces actions au plan international sont soit coordonnées par la Fédération internationale lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles, soit par le Comité international de la Croix-Rouge lorsqu'il s'agit de conflits. Et nous avons des équipes de réponse aux urgences humanitaires qui sont des équipes standardisées, à la fois en termes de cahier des charges de personnel, à la fois en termes de cahier des charges de matériel. Et la Croix-Rouge française est spécialisée sur des équipes spécialisées dans le médical, la distribution de vivres, la logistique ou le Watsan, c'est-à-dire tout l'assainissement et le traitement de l'eau. Diapositive suivante pour faire court. Nous avons donc une organisation opérationnelle qui est bien particulière. Nous avons donc la direction que je dirige, qui est une direction de l'urgence et des opérations de secours, qui a pour mission de préparer et de gérer la réponse de la Croix-Rouge française face à une crise. Et nous avons un certain nombre de directions métiers, qu'elles concernent soit le champ de l'urgence et secourisme, de l'action sociale, des établissements ou des directions expertes. On parlera tout à l'heure de celle de la qualité ou des directions support qui viennent en soutien de l'organisation opérationnelle. Nous avons un centre opérationnel national avec des équipes d'encadrement opérationnel qui sont exportables, soit en France, soit à l'étranger, puisque, comme je vous le disais, nous avons des équipes d'urgence internationales, avec des schémas opérationnels qui nous permettent d'avoir anticipé des catégorisations d'opérations. Au plan national, nous avons 4 niveaux d'opération, au plan international, 4 autres. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai que cette crise Covid était une organisation un petit peu atypique, une crise inédite, pour laquelle nous avons mis en place un schéma opérationnel à 3 étages. Un étage, on prendra tout à l'heure le schéma, un étage de stratégie dans lequel il y a une cellule de crise nationale qui notamment décide de l'ensemble de la stratégie de réponse de la Croix-Rouge française face à l'avènement, et donc là, en l'occurrence, par rapport à la Covid. Le deuxième étage est un étage de coordination pour lequel nous avons une cellule de coordination des opérations du siège. La particularité de cette cellule est de réunir l'ensemble des cadres de différentes directions de la maison, de manière à prendre les éléments de stratégie qui ont été déterminés par la cellule de crise et de les décliner en modalités opérationnelles pour nous permettre de pouvoir fonctionner. Et enfin, un troisième étage qui est un étage de centre opérationnel qui permet d'assurer à la fois l'interface avec les équipes qui sont sur le terrain, la coordination avec les directions du siège et en même temps la coordination avec les différents centres opérationnels des secours publics. Un certain nombre de moyens qui sont prépositionnés, c'est le cas en France métropolitaine ou en France ou sur les territoires ultramarins, comme je vous le disais. Et nous avons donc la possibilité d'avoir cette réponse de proximité. Voilà très rapidement comment nous sommes organisés. Nous sommes intimement convaincus, ce sera peut-être l'objet d'une discussion, c'est une réflexion que nous avons maintenant depuis 2 ans et demi. Il nous semble que le système de secours en France arrive à une limite de ce qu'il est possible de faire. Vous savez que la particularité de notre système de secours repose sur le fait de cette notion de médicalisation de l'avant. En France, c'est l'hôpital qui va vers le blessé, que ce soit pour les situations du quotidien, soit pour les situations de catastrophe. Ce système qui a maintenant une 50aine d'années est à bout de souffle pour 2 raisons. Premièrement, il y a un problème financier. Deuxièmement, il y a un problème d'experts. Nous n'avons plus assez de médecins pour assurer cela. Et puis, dans le domaine de la catastrophe, si les plans de secours qui existent aujourd'hui sont extrêmement performants et il n'est pas question de juger la qualité de ces plans de secours, force est de constater que ces plans de secours sont consacrés essentiellement à la prise en charge des blessés, éventuellement du soutien psychologique, mais laissent de côté toute la préoccupation de la prise en charge des impliqués non blessés ou des sinistrés. Bref, nous pensons maintenant depuis à peu près 2 ans qu'il serait nécessaire que la France passe à un système de sécurité civile, à un système de protection civile, c'est-à-dire qui implique non seulement la prise en charge de toutes les actions indépendamment de l'action à destination des blessés, qui implique surtout aussi la société civile et qui met et qui place le citoyen au cœur de sa propre sécurité, ce qui a généré pour nous
une réflexion sur une démarche particulière que nous appelons le plan de préparation et de relèvement des catastrophes, qui nous permet effectivement d'essayer de préparer avec, entre autres, la population pour faire en sorte que la population soit beaucoup plus préparée sur ce genre de situation. La crise Covid nous montre, en tout cas, nous en sommes intimement convaincus, ça pourra faire l'objet d'un débat, que notre réflexion n'est pas inutile et qu'effectivement, il est important de pouvoir mêler le citoyen à la fois au cœur de sa sécurité et de l'impliquer dans sa propre préparation. Dernière diapositive peut-être pour faire rapide. Donc on a 4 axes au travers de ce plan de préparation de relèvement des catastrophes sur lesquels on pourra éventuellement revenir. Le premier, c'était, on souhaitait améliorer notre connaissance générale sur à la fois les événements catastrophiques de manière à mieux anticiper et répondre. L'axe 2 est un axe de préparer, et notamment la préparation non seulement de nos équipes, mais surtout la préparation de la population et des personnes pour que ce soit beaucoup plus efficace. L'axe 3, c'est sur répondre efficacement aux besoins fondamentaux des populations affectées. Et enfin, le 4e axe, il est de s'inscrire dans la durée, accompagner les personnes dans la durée en post-urgence en France, ce qui très souvent pose souci. On le voit bien dans la traduction des événements, à la fois parce que lorsque les opérations de secours sont terminées, on change de directeur des opérations de secours qui va passer par exemple d'un préfet à un maire, et on voit bien qu'on n'est plus du tout dans les mêmes mécanismes. Et puis très souvent, les opérations de post-urgence s'arrêtent à des opérations de post-urgence immédiate. Voilà très rapidement comment nous sommes organisés pour faire face aux différentes catastrophes ou aux crises. Vous l'avez bien compris, nous avons un réseau de bénévoles et nous avons un réseau de salariés pour lesquels nous pensons que tous les acteurs de la Croix-Rouge, quels qu'ils soient, quelle que soit la corporation, doivent participer à la réponse menée par la Croix-Rouge française. Et même lorsqu'on parle de bénévolat, on soutient que bénévole ne veut pas dire amateurisme, d'où le rôle effectivement de la qualité au service de l'action. Mais là, je laisse le soin, Eric, de pouvoir prendre la suite. Merci Alain, bonjour à toutes et tous. En effet, comme l'a précisé Alain, cette crise a déplacé les lignes. Et en fait, pour la qualité, elle a déplacé nos points d'application. 2 exemples. Premier exemple, la qualité que nous la concevons a comme point d'application la performance économique, la satisfaction du client, les exigences des bailleurs, les exigences des employés. Retenons ces 4 éléments. Mais sur ces 4 éléments, nous avons observé un glissement des points d'application. La performance économique est devenue donc l'impact social. La satisfaction client est devenue la satisfaction des bénéficiaires. L'exigence des bailleurs de fonds, c'est devenu l'exigence des donateurs. Et les exigences des employés se sont exprimées dans une relation renouvelée d'obligations employeur-employé qui, au travers de la Covid-19, a été complètement revue. Donc voilà, déjà, premier exemple de déplacement du point d'application. Et toujours avec le maître mot, aide à la décision et traçabilité. Aide à la décision pour justement ceux qui, et vous le voyez dans le schéma, ceux qui sont dans la partie haute, donc les instances stratégiques nationales, pour lesquelles nous avons en fait délivré une série de documents. Mais en faisant ça, en fait, nous nous sommes réinscrits dans notre traditionnel cycle Plan, Do, Check, Act, mais avec un déplacement, là encore, de notre point d'application pour devenir un Plan, Do, Brief, Act. Donc, en fait, notre capacité, c'était de pouvoir briefer la partie supérieure de l'instance stratégique nationale, et Alain a pu le vivre. Nous avons pu, donc, en fait, nous avons délivré régulièrement des outils pour que la partie haute de la chaîne décisionnelle puisse bénéficier d'éléments pour prendre des décisions. Et ensuite, après, nous en avons en permanence assuré la traçabilité. La raison pour laquelle nous avions 4 outils, nous avons délivré à date demandée, parfois journellement, tous les jours, quotidiennement, en fonction de l'activité, un point de situation qui remontait et qui était diffusé à toute la Croix-Rouge française, tous les acteurs de la Croix-Rouge française, donc sorte de travail fédérateur.
un document de synthèse qui, lui, était donné uniquement au directeur général et au président, un suivi des décisions pour le directeur général et pour l'ensemble du CO qui, en fait, était derrière la mise en place de ces décisions, et une veille réglementaire de façon à ce que tous les documents qui arrivent, documents gouvernementaux, documents institutionnels, puissent être rentrés dans un corpus qui a représenté la veille réglementaire. Voilà ce que je voulais dire, une période où les points d'application ont été déplacés. Merci beaucoup pour tous ces éléments intéressants sur la structure en tant que telle, et puis aussi voilà, cette approche, des éléments plus relatifs au modèle et aux démarches qualité par la suite. Voilà, donc comme prévu, sans attendre, je vais tout de suite passer la parole au deuxième orateur, au troisième si vous étiez deux ici, le troisième orateur qui est donc Anthony Staines, qui est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion. Il gère le programme sécurité des patients et qualité des soins à la Fédération des hôpitaux vaudois, et il est notamment co-auteur avec Charles Vincent du récent rapport national suisse sur la qualité et la sécurité des soins. Et donc aujourd'hui, il va d'abord nous brosser une approche un peu théorique du rôle des professionnels de la qualité et de la sécurité des soins durant une pandémie, sur base d'un article qu'il a coécrit avec différents auteurs. Il nous en parlera. Et puis il fera un rapide, voilà, un petit exercice d'évaluation de cette approche théorique dans un système de soins. Je lui cède donc immédiatement la parole. Merci beaucoup. Denis, tu peux me confirmer que vous voyez mon écran? Je confirme. Merci. Alors c'est parti. Voilà, donc je souhaite vous présenter le rôle des services qualité dans la gestion d'une pandémie ou d'une crise. Et je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est ce qui m'est arrivé au début de cette pandémie. C'était le 19 mars. Nous venions de vivre une première semaine de pandémie et mon rôle principal, ma fonction principale est celle d'animateur du programme Sécurité des patients et qualité des soins de la Fédération des hôpitaux vaudois. À ce titre, je collabore avec 12 établissements de la Fédération. Dans chaque établissement, il y a un coordinateur sécurité des patients et qualité des soins. Et je me suis trouvé en vidéoconférence en m'apercevant qu'à peu près la moitié d'entre nous, parmi les collègues, ne participaient pas à la vidéoconférence parce qu'ils avaient des compétences d'anesthésie ou de soins intensifs et qu'ils avaient été renforcés les services de soins intensifs. Et puis, je voyais d'autres personnes à l'écran qui étaient chez eux et qui me posaient la question, mais qu'est-ce que c'est notre rôle, nous qui sommes des qualiticiens, pendant une pandémie? Et je dois reconnaître que je me suis senti assez mal pris, assez collé par la question. J'ai fait quelques recherches dans la littérature, pas trouvé grand-chose. Et donc, j'ai fait appel à quelques collègues avec lesquels je travaille parfois, des gens comme Charles Vincent, René Amalberti et plusieurs autres. Et nous avons procédé à un brainstorming en ligne pour recenser les idées de quelle est en somme la mission de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Je me suis aperçu que dans plusieurs établissements, les directions avaient qualifié ces personnes de personnel non essentiel et avaient mis la priorité sur le fait qu'ils ne se contaminent pas, de rentrer chez eux en leur disant « nous allons hiberner vos démarches qualité, il y a des tâches opérationnelles qui priment en ce moment ». Et je me suis dit, mais est-ce que notre métier de qualité des soins et de sécurité des patients est peut-être mal positionné, mal connu, et est-ce que nous n'aurions pas des compétences à faire valoir et à mettre en avant? Et c'est donc le résultat de ce brainstorming qui a donné cet article. Vous avez en bas du dia le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir l'article. En cliquant sur ce lien, vous aurez d'abord la version en anglais et ensuite la version en français, en annexe de la version en anglais. Il se trouve que cet article a attiré l'attention de la direction du système de santé de la région de Jönköping en Suède, qui a sollicité une étude pour confronter leurs pratiques de qualité et de sécurité des patients pendant la crise du Covid, pendant la pandémie, avec le contenu de cet article.
Et donc, j'ai eu l'occasion de réaliser 14 entretiens semi-structurés à fin juin 2020 avec des acteurs clés du système de Jönköping, allant de membres de la direction, d'infectiologie, jusqu'à 2 infirmières de soins intensifs qui étaient dans des unités Covid. Et donc, je vais me servir de plusieurs exemples de cette étude, mais également d'exemples internationaux provenant d'autres endroits pour illustrer les items qui sont dans cet article. Alors, je me lance dans le vif du sujet. Cet article présente 5 chapitres clés. Le premier thème, le premier registre d'idées pour les rôles de la qualité des soins et de la sécurité des patients, c'est renforcer le système et l'environnement des soins. On sait à quel point le système est important en matière de qualité. L'environnement des soins, c'est toutes les conditions cadres qui font que les choses vont bien se passer, qui vont favoriser la qualité des soins. Alors, la première idée, c'est celle d'évaluer l'état de préparation. Alors, j'abrège RJC pour le système de santé de Jönköping, ça abrège Region Jönköping County. Et donc, à Jönköping, c'est leur plan pandémie qui a servi de base à la préparation au Covid, lorsque le 31 janvier 2020, la région de Jönköping a eu son premier cas de Covid. Il se trouve que le plan pandémie venait d'être révisé et avait été adopté en séance de direction à mi-janvier, sans encore savoir qu'il y aurait tout soudain un premier cas de Covid. Dans différents autres hôpitaux, c'est par exemple la checklist du European CDC qui a servi de base à l'évaluation de l'état de préparation, ou la Hospital Readiness Checklist de l'Organisation mondiale de la santé. Dans tous les cas, c'est un des registres de tâches de la qualité que d'identifier les checklists et de s'assurer de l'état de préparation. Ensuite, mettre en place des formations ponctuelles et des simulations, un autre registre de tâches de la qualité et de la sécurité. Ici, vous voyez le centre de simulation et de formation au travail d'équipe qui s'appelle Methodicum à Jönköping, avec le plan du centre et différents exercices, y compris une image qui vient des États-Unis sur se vêtir d'équipements de protection personnelle ou enlever ces équipements de protection personnelle. Donc, formation juste à temps par simulation aux compétences nécessaires pour la crise ou pour la pandémie est un deuxième registre de tâches. Conseiller et soutenir le leadership distribué. Lorsque je parle de distributed leadership ou de leadership distribué, c'est sous-entendu, c'est l'ensemble des cadres qui ont une fonction de leadership et pas uniquement des membres de la direction. Nous savons tous que le leadership est essentiel durant une crise pandémique à tous les niveaux. Par contre, il arrive que les leaders soient exposés à des risques de manquer de retour de ce qui se passe réellement sur le terrain, de percevoir les leçons du terrain, les perceptions du terrain, les craintes du terrain, et c'est fondamental que les gens de la qualité et de la sécurité puissent aider à ce retour. Aider également à une pensée systémique, à ce que les organisations à haute fiabilité appellent la déférence envers l'expertise, c'est-à-dire faire en sorte que les décisions opérationnelles au moment d'une crise soient basées sur l'expertise et pas uniquement sur des jeux de pouvoir. Soutenir une communication fréquente, bien sûr, également. Je note au passage que tout ce qui précède est beaucoup plus facile si le chef du service qualité des soins ou le chef du service sécurité des patients, c'est des fois la même fonction, sont inclus dans la cellule de crise, ce qui leur donne une connaissance des besoins de l'organisation et leur aide à former des propositions sur comment leur service peut soutenir. Enfin, autre registre possible, organiser le soutien par des pairs. Et je vous ai mis les références de mon article favori sur le sujet, celui de Albert Wu. Notez que Albert Wu est l'inventeur en l'an 2000 du terme deuxième victime. Et il avait mis en place ce concept de soutien par des pairs pour soutenir les deuxièmes victimes.
qui sont les personnes impliquées dans un événement indésirable grave, le patient étant la première victime. Eh bien, dans une pandémie comme celle du Covid, il y a également des traumatismes auprès des collaborateurs qui justifient un soutien par des pairs. Ça peut être d'avoir été témoin du décès d'un patient, ça peut être avoir été témoin d'un collègue hospitalisé ou même du décès d'un collègue, et le soutien par les pairs est si important à ce moment-là. Toujours dans renforcer le système et l'environnement des soins, promouvoir la sécurité, le bien-être et la sécurité psychologique du personnel. Et vous avez ici mon kit préféré, celui de Institute for Healthcare Improvement, le Psychological PPE, donc le matériel de protection personnelle psychologique, et puis la carte dont le système de Jönköping a équipé chacun de ses collaborateurs. Vous voyez les messages rappelés, prenez soin les uns des autres, on est plus forts tous ensemble, nous ne sommes pas seuls, et puis l'adage « What is best for Esther ?» Esther étant un personnage fictif qui symbolise une personne âgée dont on veut éviter qu'elle soit hospitalisée et dont on réfléchit en équipe sur comment faire pour qu'elle puisse rester autonome chez elle à la maison. Encore un registre d'idées sur renforcer le système, rassembler l'expérience et les évidences scientifiques, filtrer, résumer et briefer. Et là, je vous présente le site internet de la Fédération des hôpitaux vaudois, et ça a été une de mes tâches de rassembler sous la page ressources Covid, les bases documentaires pour le Covid, des articles scientifiques, mais j'attire surtout votre attention sur la dernière ligne, tout un répertoire sur des articles sur la qualité des soins et la sécurité des patients en période de pandémie. Deuxième registre de soutien par les services qualité, soutenir l'empowerment des patients et des familles, le partenariat avec le patient, faciliter la coproduction des soins. Et à Jönköping, l'adage est en permanence quelle est la meilleure solution pour Esther, et c'est resté l'adage durant la pandémie. Et j'ai lu les procès-verbaux des réunions de la cellule de réponse au Covid, et j'ai pu constater qu'à chaque séance, la question s'est posée, qu'est-ce qui est nécessaire pour permettre aux personnes fragilisées, etc., de rester à la maison et de ne pas décompenser le système de santé. Aider à identifier, à développer et à diffuser les outils pour gérer soi-même ses soins. C'est un pilier de la stratégie qui s'appelle Together, donc l'approche conjointe de Jönköping. Et j'ai été frappé de constater que le système de Jönköping a eu l'audace de lancer une campagne de santé publique en plein pendant la crise pandémique, une campagne « Arrêtez de fumer » soutenue par une app. L'idée étant de dire les fumeurs sont d'autant plus à risque et fragilisés durant cette période. Il y a une sensibilisation qui est là. Soutenons ce processus et profitons de cette occasion pour lancer cette campagne sur la cessation de fumer. Valoriser ou établir les partenariats avec les patients. J'ai été frappé par le séminaire dont je vous ai mis la référence YouTube, animé par Vincent Dumez, que vous entendrez tout à l'heure, et Alexandre Berkès et Marie-Pascale Paumet, qui présentait au début de la pandémie les mesures prises par le gouvernement du Québec, qui a sollicité notamment Vincent Dumez et un groupe de patients pour conseiller sur la réponse au Covid et sur comment faire le lien avec les besoins de la population et des patients. Un autre registre, c'est conseiller les dirigeants sur le caractère centré sur la personne des soins. Ma référence favorite à ce propos, c'est Plaintree. Vous trouverez dans le site de cette organisation des références sur comment maintenir le contact avec les proches en période où les visites sont restreintes. Et il y a toute une famille de solutions qui me semblent tout à fait intéressantes, ou comment garder un langage centré sur la personne. Vous voyez ici une terminologie assez militaire dans les tranchées, en période de siège, etc., et des alternatives de langage parce que les mots véhiculent beaucoup de notre culture. Registre suivant, améliorer les soins cliniques.
Ça peut être participer à l'organisation de la séparation des flux. Vous avez ici des exemples de Suisse romande. C'est l'hôpital Gaulle à Nyon, dans sa séparation des flux, auxquels peuvent participer les équipes qualité et sécurité, ou fournir juste à temps une formation spécifiquement au travail d'équipe, avec 2 messages diffusés sur les réseaux sociaux par la Fédération des hôpitaux vaudois pour promouvoir 2 outils de travail d'équipe, de Team Steps, un sur le leadership d'équipe avec les outils briefing, concertation et debriefing, et un autre sur le monitorage de situation. Avant-dernier chapitre de contribution possible des services qualité, réduire les préjudices cliniques. Par exemple, participer à mettre à jour et à diffuser les directives sur la maîtrise des infections. Vous l'avez sûrement vécu comme nous l'avons vécu. Certains infirmiers et infirmières m'ont dit on a reçu jusqu'à 3, 4, 5 directives dans la même journée, l'une supplantant la précédente, et ça demande des briefings, ça demande de l'explication. Et à Jönköping, par exemple, ce sont des huddles journaliers qui ont servi à briefer les équipes sur la mise à jour des directives. Coordonner l'identification, l'analyse et la gestion des risques. C'est la méthode AMDEC qui a été utilisée à Jönköping. Et vous avez ici la méthode de classification avec la gravité et la fréquence d'occurrence qui donne un score de criticité et des analyses partenariales faites entre le service de santé au travail, le service de sécurité des patients, les syndicats et les collaborateurs. Également, prévenir les escarres associés à la pandémie. Ça peut être des escarres liés à la position ventrale des patients pendant la pandémie ou des escarres qui concernent les collaborateurs liés au matériel de protection. À ce sujet, je vous lis une citation d'une interview avec une infirmière qui était dans l'unité de soins intensifs Covid à Jönköping, qui dit ceci: « C'est ma responsabilité de m'assurer qu'ils n'acquièrent pas d'escarres, ils étant les patients. Toutes les 3 heures, nous sommes censés les retourner. C'était un de mes soucis clés de ne pas avoir assez de temps pour m'occuper de la globalité du patient. Nous devions prioriser en permanence. C'est là que je me suis senti inadéquate. C'était une situation stressante. » Et bien sûr, on peut voir des manquements à la qualité des soins dans cette citation, mais on peut aussi y voir une soif et une culture de viser et de vouloir la sécurité des patients et de s'engager personnellement et de subir un certain traumatisme à ne pas pouvoir maintenir un standard qu'on souhaite pouvoir prodiguer. Toujours sur la réduction des risques cliniques, organiser des audits juste à temps des principales normes pertinentes, par exemple celle de l'hygiène des mains. Vous avez ici l'exemple du réseau de soins de santé du Balcon du Jura en Suisse, qui a organisé dans la première semaine de la pandémie un audit de l'hygiène des mains. Vous voyez le résultat, 94% d'observance de l'hygiène des mains, avec feedback aux différentes équipes concernées. J'en viens à mon dernier chapitre, renforcer le système d'apprentissage organisationnel, renforcer ses capacités. Et mon exemple préféré vient de l'hôpital Nightingale, qui est un hôpital qui a été construit de toutes pièces à Londres pour venir en renfort durant la pandémie. C'est 2600 lits de soins intensifs construits dans un centre de congrès. Et pour faire face à cette organisation entièrement nouvelle, ils ont créé la fonction de Bedside Learning Coordinator, donc le coordinateur de l'apprentissage organisationnel au lit du patient. Et cette fonction était quelqu'un qui était en surnuméraire dans l'équipe, qui écoutait les collègues, écoutait les problèmes rencontrés, écoutait les incidents, les événements indésirables vécus, les perceptions, les leçons tirées de l'activité clinique, et tous les soirs l'amenait à un forum du leadership. Vous voyez l'image du bas, c'est ce forum du leadership, où se prenaient des décisions sur l'ajustement des processus, l'ajustement des procédures, et ce Bedside Learning Coordinator retournait dans l'unité le lendemain matin, briefait tous ses collègues sur les nouveautés, et le soir ramenait de nouveau les ajustements, et ça fonctionnait comme un poumon entre les unités de soins et le comité de leadership qualité de l'hôpital. Promouvoir une culture de la sécurité, de la résilience et de l'apprentissage organisationnel. En Suède,
les programmes cliniques nationaux, qui sont les démarches qualité nationales par spécialité, ont été utilisés pour accélérer l'apprentissage. Les registres cliniques, dont vous avez sûrement entendu parler en Suède, ont rapidement intégré les données relatives au Covid pour participer au système d'apprentissage. Les visites de sécurité, les analyses AMDEC, les calendriers de sécurité. Vous avez ici l'exemple d'un calendrier de sécurité. L'équipe de soins va colorier en vert les jours sans événements indésirables, en rouge les jours avec risque, événements indésirables ou incidents identifiés, et ça va générer une discussion sur pourquoi ce rouge, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et mon dernier dia ici, faciliter juste à temps les contributions d'experts en facteurs humains et en ergonomie. Je crois absolument que cette discipline a quelque chose à offrir en période de crise. Le problème est qu'on n'a pas les experts sous la main. Vous avez ici un article qui donne des exemples de contributions possibles des experts en facteurs humains et en ergonomie en temps de crise. Et il y a des solutions à trouver pour faire équipe, pour préparer un partenariat avec la société nationale ou régionale de facteurs humains et d'ergonomie de sa région pour avoir un accès à des experts au moment d'une crise. Et dernier point, soutenir les cycles d'apprentissage collaboratif en première ligne et recueillir les leçons. Par exemple, à Jönköping, pendant le Covid, avec la position ventrale des patients, il y a eu un manque de coussins de positionnement. Il y a eu des cycles PDCA menés qui ont généré des stratégies de contournement pour pallier à ce manque de coussins et ont permis de trouver des solutions très rapidement, mais qui restent utiles par la suite. C'est des nouvelles connaissances qui sont générées. Voilà, j'espère avoir pu vous faire une visite guidée de ces idées et les illustrer avec ces quelques situations. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Anthony pour voilà, cet exposé très clair, très bien structuré. Je pense qu'il permet d'avoir une idée assez précise de ce qu'on peut trouver dans l'article et de l'utilisation qu'on peut en faire sur base d'expériences qui ont été vécues. Et donc dans la lignée de ça, je vais tout de suite passer la parole à Quentin Sconvar qui travaille à l'APAX, principalement au niveau de tout ce qui est initiative en matière de collecte et d'analyse d'indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Et donc Quentin va nous faire un retour d'expérience belge sur l'utilisation des compétences des experts qualité et sécurité durant la crise Covid-19, puisqu'en réalité donc on s'est basé au niveau de l'APAX sur l'article d'Anthony, ces différentes dimensions, pour un peu voir ce qu'il en était sur le terrain chez nous en Belgique. Je cède donc la parole à Quentin. Oui, c'est ça. Voilà, on t'entend. On y est. Donc je vais essayer donc en 10 minutes de présenter le contexte libanais et surtout comment la fonction qualité et la direction qualité a été impliquée dans cette prise en charge. Tout d'abord, pour vous dire que vous connaissez peut-être bien le Liban ou pas, nous sommes un tout petit pays au Moyen-Orient qui se trouve là, au niveau dans le bassin de la Méditerranée. Le Liban compte à peu près 6 millions de personnes, donc avec des indicateurs que je ne vais pas présenter parce que au moins pour la crise économique par laquelle on passe suite aux multitudes de manifestations et d'événements qui ont bouleversé le Liban, notre moyenne de vie reste, notre espérance de vie reste bonne, mais je crois qu'au niveau des dépenses totales consacrées, on a peut-être à revoir nos chiffres. La qualité d'abord, la fonction qualité dans la période Covid, c'est le partage de données. C'est donner une image éclairée pour prendre des décisions où nous en sommes par rapport aux autres. Donc, nous avons commencé par, en premier lieu, et comme l'épidémie n'a commencé au Liban à la fin février, commencer à voir comment les choses évoluaient dans les autres pays. Et plusieurs sites que vous avez en bas de page, on les consultait pour voir où nous en sommes par rapport aux uns et aux autres. Et actuellement, en date du 26 septembre, vous voyez un peu nos chiffres avec 33 000 infectés. Je crois que là, au niveau du tableau du haut, il y a quelques erreurs. C'est pas le Liban, c'est mondialement. Et on se situe au Liban à 35 000 personnes infectées.
je ne veux pas dire tout de suite réconforté ou pas, mais 1% de taux de mortalité avec 50 décès pour 1 million. Et il est vrai, dans un premier temps, je vais présenter les 2 vagues et l'implication au niveau de 2 vagues. Nous avons rattrapé un peu le petit retard qu'on avait à avoir les tests PCR, puisque actuellement on a quand même un taux de tests par million de personnes qui est relativement acceptable par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, en Europe, etc. Donc voilà un peu où nous en sommes à la date d'aujourd'hui en termes de chiffres. 35 340 décès, à peu près 10 000 ou 11 000 tests PCR par jour. Première vague, donnée non seulement internationale, mais le ministère de la Santé, le bureau du Premier ministre, la cellule de crise au niveau du bureau ministériel, comme annoncer les chiffres. Et je vous invite à consulter leur site si vous voulez plus de détails. Quotidiennement, un journal quotidien est sorti. Le Liban a commencé à mettre une politique d'aplatir et d'aplanir la courbe parce qu'on voyait un peu ce qui se passait un peu partout en Chine, aux États-Unis, en Italie. Et avec plusieurs décisions qui se suivaient, un déclenchement donc, du programme national à la fin janvier, un déclenchement du plan de crise par chaque hôpital le 20 février et avec un premier cas testé hospitalisé le 21 février. Suite à ça, pas mal de décisions nationales, l'arrêt des vols des pays considérés comme pandémiques. À l'époque, une fermeture des écoles des plus précoces par rapport aux expériences américaines, européennes, qui a survenu presque un petit mois après le début du premier cas, des écoles et des facs, qui a quand même ménagé la pandémie parmi la communauté écolière et universitaire qui a été rattrapée dans la 2e vague, je vous l'annonce tout de suite. Donc, avec le premier décès, le 10 mars, il a été décidé de fermer les cafés, les bars, les clubs et d'interdire toutes les réunions à plus de milliers de personnes. Et un plan de mobilisation générale qui a suivi une fermeture de tous les accès aériens, terrestres au pays. Un couvre-feu pour éviter que les gens se fassent la fête le soir et soient tentés à organiser des réunions et des soirées. Et tout ça nous a aidé, si vous regardez, à garder des chiffres quotidiens d'une vingtaine à une quarantaine de cas, avec un petit pic à 40 ou à 50 cas. Et aussitôt qu'on avait vu que ces chiffres commençaient un tout petit peu à baisser à la fin mars, avril, la baisse continuait, quelques décès, mais vraiment une petite vingtaine de décès, pas plus qu'une vingtaine de décès sur cette première vague, et qui s'est clôturée à moins de 600 cas. Enfin, clôturée dans le sens où on ne voyait plus de malades arriver à l'hôpital. Donc, une levée progressive de mobilisation, une ouverture de l'aéroport progressive au 5 avril. Et avec cette situation, nous, département qualité et hôpital, on suivait dans l'hôpital où je travaille, qui fait 400 lits, 28 000 admissions, on continuait nous-mêmes à voir parallèlement cette pandémie et voir les patients venir vers l'hôpital. Quotidiennement, on éditait, et la direction qualité était fortement impliquée dans l'édition d'un bulletin journalier pour essayer d'informer en interne, mais aussi, ça passait sur les réseaux, d'informer un peu à l'échelle nationale, un hôpital universitaire. Il faut dire qu'on est on va dire le premier, le deuxième grand hôpital universitaire du pays. Et donc, bien sûr, les gens devaient voir ce qui se passait de façon transparente chez nous. Et vous avez le dernier bulletin de la première vague qui montrait un peu la situation de l'Hôtel-Dieu avec les 78
patients hospitalisés, patients testés positifs, pardon, versus les 582 à l'échelle du Liban. Ce tableau était modifié avec des chiffres de démographie, d'analyse, mais aussi de nombre de tests, de comparaison de nombre de tests effectués à l'hôpital, parce qu'on était un centre de prélèvement agréé par l'État, par rapport à ceux qui étaient effectués au niveau de l'hôpital du Liban. Et vous voyez que nos chiffres n'étaient pas très élevés en termes de 12 000 tests sur les 2 premiers mois de la pandémie. L'hôpital a quand même participé. On a reçu presque 13% des patients du Liban à l'Hôtel Dieu testés positifs et avec 9 patients admis en réa, 35 patients admis en unité d'isolement respiratoire pulmonaire. Parallèlement à cette fiche, et pour emmener l'engagement des professionnels, parce que M. Steins vient de l'insister dessus, un message de la direction générale, de la directrice générale, accompagner ce bulletin tous les jours pour remonter le courage des uns et des autres, pour mettre l'accent sur une activité pionnière dans un service quelconque, donc pour accompagner ou les décisions de la cellule de crise, ou les décisions des cellules, ou les actions des cellules de pilotage ou exécutrices sur le terrain. Une cellule donc de crise s'est créée dès le premier jour, avec la direction qualité au sein de cette direction. J'avoue que dans un premier temps, c'était plus un rôle je dirais de traçabilité de ce qui se fait, de ce qui se passe. Et ensuite une dynamique d'équipe qui s'est créée pour créer de la com, de l'information autour de ce qui se passe à l'hôpital. Et une cellule qui était accompagnée centrale, accompagnée par des cellules où le directeur des urgences, la commission de lutte contre l'infection nosocomiale, l'unité d'épidémiologie et l'hygiène, les chefs de service des différents départements, la pharmacie, la microbiologie et les différents services les plus impliqués dans la prise en charge de ces malades. Des briefings quotidiens de la cellule de crise dans les premiers temps, suivis par des réunions hebdomadaires de plus longue date, de plus longue durée. Et ça, c'était pendant la toute première vague et une reprise avec le premier cas hospitalisé le 22 juin de la cellule, des réunions de la cellule, mais dans son sens plus élargi dans le deuxième temps que dans la première vague. Des ordres de jour, je vous donne juste une liste des ordres de jour méli-mélo, comme on dit. Bien sûr, à chaque fois des exposés de l'évolution de la situation de l'hôpital par les différents intervenants, chacun par le biais de sa responsabilité, l'état et les nouvelles des admissions journalières, le point sur le fonctionnement des services du centre de prélèvement qu'on a appelé le centre du syndrome grippal, la gestion des équipes, parce que je ne vous cache pas la peur des équipes soignantes et non soignantes à venir rejoindre et mettre la main à la pâte dans la prise en charge. Donc vous allez voir plus tard qu'il y a quand même du support psychologique derrière. Un point sur la biologie, la disponibilité des réactifs. Il ne faut pas oublier que le Liban était dans une crise économique annoncée depuis octobre 2019. On a vécu par la suite donc la crise économique, l'explosion du port de Beyrouth au mois d'août dernier. Tout ça nous mettait avec un manque de matériel et de fournitures atroces. On devait faire avec les moyens de bord. Un point sur le circuit des patients, et on a modifié pas mal de circuits d'accès vers l'imagerie, vers le bloc, etc. Des circuits logistiques et la mise en place de chambres de pression négative, le contrôle des accès à l'hôpital, réduire les accès, contrôler les températures, etc. L'unité d'épidémiologie qui s'attelait à faire les enquêtes de proximité, à identifier les professionnels contacts, voire les personnes contacts pour un confinement ou une prise en charge convenable. Des points sur le port de masque, les respects de mesures de protection telles qu'elles étaient éditées, le fonctionnement des repas. Il faut dire que la cuisine s'est arrêtée de servir pour le personnel, et c'était une distribution par box, et non plus personne ne s'installait en présentiel, en grande salle de repas.
un circuit logistique hôtelier, des signalisations à l'hôpital qui se sont mises en place, parce qu'il faut dire que les patients ont déserté l'hôpital pendant la première vague, ayant peur d'un hôpital qui recevait autant de malades, donc il fallait vraiment isoler les circuits pour donner de la sécurité aux vrais malades, aux malades autres que touchés par le Covid, de ne pas déserter l'hôpital et de consulter. La qualité, comme je vous l'ai dit, était fortement impliquée dans la diffusion du bulletin et dans la communication et le partage d'informations avec le ministère de la Santé. Et la mise sur intranet de tous les documents qui nous arrivaient et du ministère et qui sortaient de l'hôpital en termes de documents internes. Et bien sûr, donc, le communiqué, le rapport de situation qui était quotidien au départ par la direction générale. Donc, une première vague, comme vous le constatez, qui avait comme échelle de nombre de malades par jour qui ne dépassait pas la cinquantaine, à une deuxième vague qui avait commencé avec l'ouverture de l'aéroport où on recevait quelques cas de malades qui arrivaient de l'étranger, qui étaient des Libanais vivant au départ à l'étranger, et ce nombre qui commençait à toucher la population libanaise, et on est dans une échelle à 1000-1300 cas par jour actuellement. Donc je vous disais, la qualité, c'est aussi les chiffres. Oui, un partage du quotient, par exemple, homme-femme qui est le même au niveau de l'hôpital qu'au niveau national. On se comparait tous les jours sur nos bulletins en termes de... par exemple, l'âge moyen des patients testés positifs ou des personnes testées positives, parce que tous n'étaient pas symptomatiques, positifs à l'HDF, comparé au pourcentage qui nous était diffusé par le ministère de la Santé. On a vraiment, surtout avec la deuxième vague, parce que là, vous avez le bilan des deux vagues, on a vraiment l'impression, c'est pas l'impression, mais on a une certitude que la population jeune a été beaucoup plus touchée par la deuxième vague que par la prochaine vague, par la première, parce qu'il y a eu l'ouverture du pays dans toutes ses activités. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de regarder le taux de décès. 4 décès à 10 décès ces derniers temps au Liban, ce qui commence à sonner l'alerte au niveau national, même si le taux de décès au Liban, je le répète, est de 1% par rapport en pourcentage, pardon. Un décès qui touche plus les personnes âgées, 76% de personnes âgées de plus de 60 ans avec des comorbidités et la troisième colonne, vous avez le nombre d'hommes par rapport aux femmes qui montre qu'il y a une atteinte plus des hommes. Et pour nous, à l'hôpital et au niveau de la cellule de crise, des indicateurs qui nous alertent, c'est l'occupation des lits de réa, un nombre qui augmente, des cas sérieux en réa, mais avec 25% d'occupation des respirateurs, ça c'est à l'échelle nationale, les taux d'occupation des lits de réa de 60% en moyenne, et un taux de positivité des tests PCR à l'échelle nationale qui ne cesse actuellement, qui commence à grimper. On avait tourné, rappelez-vous, dans la première vague à 5% au niveau national. On a rarement les 5% sur au moins la dernière quinzaine que vous voyez devant vous sur ce tableau. Donc, tout ça dans le cadre, ça a été repris par le département qualité et la direction qualité pour essayer de mettre le professionnel au cœur de la sécurité patient et lui rendre hommage le 17 septembre lors de la journée mondiale de la sécurité des patients, nous rappeler de leur activité et les mettre à l'honneur, comme vous le voyez dans nos pancartes, aussi bien que le rendre hommage vous allez voir, en regardant de près leur vie de tous les jours. Parce qu'il faut dire que les professionnels, comme vous l'avez bien dit, ce sont quand même les deuxièmes victimes. À l'hôpital, pour la première vague, on avait 20 professionnels testés positifs,
contre 63 actuellement. Les confinements, vous voyez qu'ils baissent parce qu'on confine actuellement, on ne confine plus à 14 jours, mais à 5 à 7 jours, selon le résultat du PCR. Mais n'empêche que, vu la maîtrise des professionnels, des techniques de distanciation, de port de masque, de maîtrise de port de gants, de techniques de protection, en termes de pourcentage, même si le nombre absolu a augmenté en termes absolus, en pourcentage de professionnels atteints, tout à l'échelle nationale qu'à l'échelle de Liban, nous avons quand même une diminution des professionnels soignants, médecins, résidents et administratifs qui sont testés positifs. Cette diminution est aussi notée au niveau national. On est à peu près à 1000 professionnels aujourd'hui à l'échelle nationale touchés par qui ont eu un test positif. Donc tout ça, ça suppose quelle est la place de la qualité et je vais la mettre dans sa place plus large avec l'intervention des autres professionnels à l'hôpital qui ont collaboré par leur support psychologique, par des groupes de parole, par des cellules d'écoute, aussi bien pour les professionnels que pour les patients et leurs familles. C'est rajouter à ça une cellule psychologique pour venir aux côtés des enfants et des familles suite au traumatisme de l'explosion du 4 août dernier. Une fonction qualité dans son sens large qui a collaboré avec la cellule de crise médicale à travers, en assistant à des webinaires locaux ou internationaux pour dégager les nouveaux algorithmes, les nouveaux protocoles. La qualité a été celle qui a été impliquée pour la mise en commun et la mise sur l'intranet de tous les protocoles de l'hôpital et pour leur diffusion. Une participation de la qualité aux sciences larges à travers le CLIN qui a été très actif dans l'élaboration des directives et des mesures de protection, dans l'organisation de séances de simulation pour l'intubation, pour les nouveaux résidents qui arrivaient et dans les étages, où donc à noter qu'au niveau du bloc, on avait instauré même une intubation sous cloche dans un premier temps, comme celle que vous avez vue, que vous voyez sur ce diapo. Une implication de la qualité en période de crise à l'hôpital autour d'un lancement d'une réflexion d'éthique sur, on annonce les noms des gens, ça passe dans les réseaux des fois, ils sont pointés des doigts, stigmatisés, comment faire et comment aborder ce problème, au moins à l'échelle de l'hôpital, le droit d'accès sur les données des patients hospitalisés, etc. Une implication de la qualité, je dirais plus activement dans l'évaluation, bien sûr, là tout le monde pointe la qualité, dans l'évaluation du contrôle des accès et de l'application de toutes ces directives que je viens de vous citer, que ce soit au niveau des accès, au niveau de la logistique et de la disponibilité des masques, au niveau des formations sur les techniques de prélèvement et l'audit des techniques de prélèvement, d'identification des patients, d'isolement du patient, du respect des accès, etc. Donc voilà en quelques slides ce que j'avais à vous dire sur une activité qui était ultra archi-prenante où pendant la première vague vraiment tous les professionnels étaient occupés et concentrés sur le meilleur soin pour nos patients et pour nos professionnels. Et tout dernièrement, j'ai vu ce petit mot circuler sur la toile par le professeur Alexandre Carpentier qui disait « Oui, c'est vrai, la qualité, c'est le cas et la prise en charge du Covid en est un exemple. C'est un engagement de chacun pour une responsabilité partagée de tout le monde. » Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Rouba, pour cet exposé vraiment très, très intéressant, tant sur la situation en tant que telle, un peu sur toutes les actions qui ont pu être prises autour de ces fonctions qualité. Voilà, je pense que c'est très inspirant. Et donc, si je peux te demander juste de départager ton écran, comme ça, Quentin va pouvoir prendre le contrôle. Et a priori, cette fois-ci, ça devrait fonctionner pour le partage d'écran. Non. Comment stop share, voilà. Voilà. Et donc,
Vraiment. Inviter Quentin maintenant à reprendre le contrôle et donc, comme je le disais, pour faire voilà, une mise aussi en pratique et en perspective de l'article théorique et des exemples que Anthony a pu faire. On a l'écran. Quentin, c'est à toi. Donc, ma présentation va faire écho à ce que Anthony a présenté précédemment. Donc, en fait, nous, on a eu un peu la même intuition que Anthony. En fait, on faisait des retours d'expérience sur la crise durant la crise dans le cadre des activités de la PACS. On proposait aux hôpitaux d'échanger sur comment ils vivaient la crise dans leur travail quotidien. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec les experts en qualité sécurité. Et on a eu cette même impression d'avoir des personnels divisés en deux catégories. En fait, j'aime bien reprendre cette situation. Il y a le monde se divise en deux, ceux qui ont un fusil et ceux qui ont une pelle en main. C'était un peu la même chose. On a l'impression qu'il y avait une partie des coordinateurs qualité qui étaient au four et au moulin et qui déployaient leurs compétences de manière exemplaire. Et de l'autre côté, nous avions une série de coordinateurs qualité ou des gens qui ont des compétences en qualité sécurité qu'on a renvoyés soit sur le terrain parce qu'ils avaient des compétences médicales ou soit directement chez eux pour travailler sur l'accréditation, par exemple, des hôpitaux qui a lieu dans 6 à 7 mois. Et donc, on s'est commencé à se poser une question, c'était pourquoi les institutions hospitalières ont sollicité différemment les compétences de ces experts qualité sécurité. Puis tout d'un coup, on a voulu objectiver ça, cette impression au travers des données d'enquête un peu plus structurées. Et est-ce que ces compétences ont été effectivement utilisées? Et donc, cet article qu'Anthony a présenté tout à l'heure, on est tombé dessus dès qu'il est sorti. Et on a vu qu'il partait plus ou moins du même constat, qu'il y avait des personnes qui ont été mises à travailler au four et au moulin et d'autres qui ont été un peu mis sur le côté. Et donc, on a eu cette idée d'essayer de mettre les domaines et les tâches qui étaient proposées dans l'article pour voir si finalement nos experts qualité sécurité ici en Belgique les ont faites ou pas durant la période de crise et essayer de comprendre un peu le mécanisme qu'il y avait derrière. Et donc, je ne vais pas les rappeler parce qu'Anthony est passé dessus tout à l'heure, mais ça, c'était les 5 domaines qui sont dans l'article. Et ces domaines étaient déclinés en tâches. Donc, comment nous avons procédé? Concrètement, on a ciblé une population. Donc, c'était les personnels des hôpitaux généraux et psychiatriques ici en Belgique qui disposent de fonctions dédiées à la sécurité des patients et à l'amélioration de la qualité. Donc, on invitait tout le réseau à participer, mais il fallait dans les conditions qu'ils aient ces fonctions dédiées à la sécurité et à la qualité des patients. Comment on a procédé à l'échantillonnage? Voilà, on a un peu fait par boule de neige, par les canaux de diffusion de la PACS, donc par l'intermédiaire des membres de la PACS, donc les fédérations hospitalières, les associations professionnelles, mais aussi via d'autres canaux de diffusion de la PACS. Et voilà, on a essayé en tous les cas de solliciter un maximum de ces professionnels experts en qualité et sécurité. Donc ça, vous aviez un exemple du questionnaire. Donc voilà, pour une dimension, nous avons répertorié toutes les tâches qui étaient décrites dans l'article. Nous avions demandé en fait voilà, de sélectionner les tâches qu'ils ont effectivement réalisées ou pas durant la crise. Donc, on est conscient que notre enquête, c'était une enquête qui a des limites et qui n'est pas la meilleure du monde. On le sait, par exemple, pour les répondants, normalement, on devait répondre à titre individuel, mais on se doute que pour certaines réponses, il y avait des titres au nom d'une institution ou d'un département qualité, puisqu'on voyait que toutes les tâches avaient été réalisées, mais on voyait bien que derrière, il y avait un département qualité et que ce n'était pas répondu à titre individuel, alors que ça devait l'être à titre individuel. L'autre limite, c'est peut-être que le questionnaire a été rempli par des professionnels, donc transféré par ces personnes qui ont peut-être des compétences qualité et sécurité en disant on le transfère à ceux qui ont fait ce boulot-là pendant la crise. Donc ça, on n'en sait rien. C'est peut-être des limites de l'enquête, mais malgré ces limites, on estime que via nos canaux de diffusion à la PACS traditionnelle, on a pu toucher une grande partie de la population qu'on voulait toucher. Donc ça, c'était un peu la répartition des répondants. On va vite passer dessus, mais globalement, ça correspond à la répartition dans les hôpitaux bruxellois. Donc, nous avons eu 128 réponses collectées, dont 81 complètes. Donc, c'est les réponses complètes que nous avons analysées ici dans les résultats de l'enquête. Donc, on voit quand même une petite surreprésentation dans notre enquête des hôpitaux universitaires et une sous-représentation des psychiatriques et un petit peu moins dans les
les petites structures et un peu plus dans les structures moyennes. Globalement, on a ajouté une question, c'est intéressant parce qu'on a, tout à l'heure Anthony en a touché un mot dans la première dimension, c'est le renforcement du système, je pense. Le fait d'intégrer ces personnes dans la gestion de crise nous semblait important, donc on a rajouté cette question. Est-ce que vous avez, en tant qu'expert qualité-sécurité, participé au groupe de gestion de crise? Donc on voit que 37% n'ont pas du tout participé. Dans leur hôpital, il n'y a personne qui avait des fonctions qualité et sécurité qui ont participé à ces groupes de gestion de crise. 17% l'ont fait ponctuellement et 45% l'ont fait de manière structurelle. Et donc, on a vu que ça n'était pas corrélé au type d'institution. J'ai fait des tests statistiques dans l'analyse des données, mais par contre, ceci était fortement corrélé avec la taille de l'institution. Et donc, on voit que dans les petites structures, les coordinateurs ou les experts en qualité et sécurité étaient davantage mis à contribution de manière structurelle dans ces groupes de crise, qu'ils l'étaient de manière plus ponctuelle dans les grosses institutions, alors que dans les institutions moyennes, on voit qu'ils sont globalement ont été exclus de ces groupes de gestion de crise. Donc, oui, il y a une différence entre institutions dans l'utilisation des compétences, puisqu'on a vu que les plus petites institutions, la taille de l'institution influençait la participation à ce groupe de gestion de crise. Alors, on a calculé un autre indicateur, c'est finalement, on a un nombre optimal de tâches qu'une personne peut faire. Il y a 26 tâches en tout qu'une personne peut réaliser. Et donc, on a calculé un nombre moyen de tâches selon ces catégories ou spécificités institutionnelles. Et donc, on voit ici assez clairement que quand les experts étaient impliqués de manière structurelle dans ces groupes de gestion de crise, ils faisaient également beaucoup plus de tâches qualité-sécurité, donc dans la stratégie optimale proposée dans l'article. On voit qu'ils étaient en moyenne à 12,30 tâches pour 2,9 des tâches proposées pour ceux qui étaient exclus du groupe de gestion de crise. On continue à parcourir brièvement les résultats de l'enquête. Ici aussi, on a un indicateur optimal. Hein. Si tout le monde réalisait toutes les tâches pour chaque domaine, on serait à 100%. Et donc, on voit un petit peu quels ont été les domaines les plus travaillés. Donc, on voit ici, c'était le renforcement du système qui a été le plus travaillé. Et à l'opposé, le domaine le moins travaillé en temps de crise ici dans les hôpitaux francophones en Belgique, c'était l'engagement auprès des citoyens et des patients. Alors, je reviens avec vous sur ce tableau. Donc, ici, ce sont vraiment toutes les tâches les plus travaillées durant la crise. Donc, c'est les tâches que Anthony a présentées tout à l'heure. Donc, on voit que soutenir les équipes de contrôle des infections a été vraiment la tâche, vu en tous les cas la pandémie que nous avons traversée, c'est assez logique, était la tâche la plus travaillée. Et ça, donc ça c'est le top, si vous voulez, c'est le top 10, je pense. Donc, en fait, c'est toutes les tâches qui ont été travaillées par plus de 40% des experts qualité et sécurité. Donc, on voit que optimiser la politique des visites, c'était la tâche la plus travaillée, en tous les cas, dans le domaine de l'engagement des patients. Et vous voyez un petit peu selon les codes de couleurs, toutes les tâches les plus travaillées. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les données nous confirment qu'il y a une utilisation différente des compétences qualité-sécurité selon l'organisation des soins et données. Par contre, le pourquoi, ça on ne sait pas encore le dire. Donc, les données qu'on a collectées ne permettent pas de nous dire pourquoi. Et donc, c'est pour ça qu'on est plutôt maintenant dans la construction des pistes de réflexion qui peuvent être envisagées. Et donc, je vais vous présenter ici un peu notre réflexion actuelle, où elle en est. On n'est pas encore, on est encore en construction de ce schéma qui pourrait nous aider à construire des explications sur pourquoi certains professionnels ont utilisé leurs compétences et d'autres pas. Mais globalement, ce qu'on a mesuré ici, c'est le cadre en jaune, c'est la mise en œuvre d'une vision d'un leadership pour activer les compétences de professionnels qui sont soit des experts qualité-sécurité, mais aussi ces tâches peuvent être réalisées par d'autres professionnels. Donc, nous, on a mesuré l'aspect en jaune. Et donc, voilà, on a maintenant toute une série de variables qu'il faut, dans la littérature, commencer à approfondir avec la littérature, voir si la relation entre les flèches doivent être encore améliorée et bougée. Et on doit aussi solliciter peut-être des réseaux internationaux pour essayer de vérifier nos hypothèses, pour voir pourquoi il y a certains leaderships qui ont utilisé ces compétences et d'autres pas. Dans tous les cas, on a assez bien documenté qu'il y avait bien, notre impression se confirmait bien sur une utilisation différenciée de ces compétences. Voilà. Merci beaucoup, Quentin, pour
Oui, merci beaucoup Quentin voilà, pour toutes les informations et la mise en perspective de l'article théorique et qui, je pense, vient bien compléter aussi les exemples pratiques qu'Anthony a pu amener tout au long de son exposé. Et donc, sans attendre, je vais passer au dernier exposé puisqu'on a pris un peu de retard avec les différents problèmes techniques. Voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, je vais céder la place à Vincent Dumay, en direct du Canada, qui va nous parler de la place du partenariat avec les patients au temps du Covid. Alors, Vincent Dumay a lancé en 2010 le programme Patient Partenaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il co-dirige aujourd'hui un centre d'excellence de l'Université de Montréal à la mission plus large qui couvre le partenariat avec les patients et le public dans l'enseignement, les soins et la recherche. Et je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci Denis, merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Le voilà. Est-ce que vous le voyez? C'est bon? Oui, on le voit. Ok, génial. Excusez-moi. Donc, il fait très plaisir de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait au Centre d'excellence, le partenariat avec les patients et le public durant la Covid. Je vous avoue très honnêtement qu'au départ, quand tout ça a commencé, nous on a commencé à être confinés en mars. L'hypothèse que nous avions, c'était que l'engagement patient et le partenariat avec les patients dans un temps d'urgence et d'intensivité allait fondamentalement s'arrêter ou allait être très peu présent. Je pense que force est de constater que ça a été le cas malheureusement dans la grande majorité des situations. On en reparle actuellement beaucoup, mais dans la période intensive qui c'est entre mars et mai, la très grande majorité des dispositifs d'engagement patient, à peu près à l'échelle internationale, se sont arrêtés. Même au Québec, dans beaucoup d'établissements où les personnes qui étaient en charge des bureaux de partenariat, notamment dans les CIS et les SUS, beaucoup d'entre eux ont été tout de suite, je dirais, transposés dans d'autres fonctions ou amenés dans d'autres fonctions, ce qui a empêché toute possibilité de regarder comment on pouvait engager, mobiliser le savoir des patients dans un contexte de crise et dans un contexte d'urgence. C'est sûr que ma propre situation, moi, était un peu différente. Je suis un patient, je suis un hémophile sévère. J'ai été contaminé dans les années 80 par le VIH et l'hépatite C. Donc, je suis passé à travers déjà une épidémie assez importante qui était l'épidémie du VIH. Et donc, j'avais déjà une bonne idée de la valeur des savoirs expérientiels des patients dans un contexte de ce type-là, qui était différent, bien entendu, de ce qu'on vit actuellement, mais quand même qui a été, je pense, lourd en leçons et profitable aussi en leçons. Donc, j'ai comme co-directeur du centre d'excellence, quand tout ça a démarré, j'avais cette conviction qu'on pouvait malgré tout mobiliser les savoirs patients, que ces savoirs allaient avoir une valeur ajoutée et puis qu'on serait capable de s'insérer éventuellement dans un certain nombre de processus de réflexion et d'action. Donc, même si effectivement, de manière plus localisée, plus régionale au Québec, les choses se sont plutôt arrêtées, le centre d'excellence qui a une partie de sa mission est provinciale, a été en fait rapidement sollicité pour intervenir dans un certain nombre de projets et de processus dès finalement la première semaine de confinement. Et ce qui nous a permis de commencer à véritablement ouvrir un certain nombre de champs d'expérimentation, justement de comment, dans ce contexte très spécifique, on remobilise les savoirs expérientiels des patients, quelle est leur valeur, pourquoi ils peuvent éventuellement aider à résoudre un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes. Et c'est ce qu'on fait depuis à peu près 6 mois maintenant. La première chose qu'on a fait au niveau du centre d'excellence, c'est qu'on a rassemblé un groupe de patients très expérimentés qu'on a appelé le comité de conseil COVID-19 citoyens partenaires et puis qu'on a rapidement annoncé comme étant au service du système de santé québécois si le système de santé québécois estimait qu'il en avait besoin. Donc, on a diffusé ça à nos partenaires. Bien entendu, dès le début de la crise, nous n'avions pas de patients Covid. Donc, en fait, on a identifié des patients à partir de notre réseau. On a un réseau d'à peu près 400 à 500 patients partenaires à l'échelle du Québec aujourd'hui, très actifs dans les centres hospitaliers, dans les milieux de soins.
Donc, à partir de ce réseau-là, on a pu identifier un certain nombre de personnes qui on savait allaient être à la fois touchées par la crise, mais aussi qui avaient déjà vécu des situations qui pouvaient avoir généré des savoirs mobilisables durant la crise. Bon, bien entendu, dans notre réseau, nous avions des personnes âgées ou des accompagnants de personnes âgées que nous avons mobilisés en prenant conscience très rapidement que la crise allait toucher de façon très forte les personnes âgées. Nous avons aussi engagé des patients immunodépressifs qui étaient à la fois à risque élevé dans le contexte, mais qui sont aussi des experts de la prévention, des méthodes de protection, etc. Donc, moi, dans une moindre mesure, comme patient séropositif, c'est sûr que j'ai cette préoccupation de la protection et de la gestion et ma fragilité, je dirais, immunitaire, mais on a aussi engagé des patients, par exemple, transplantés, dont cette question-là est bien entendu bien plus présente dans leur vie et qui rapidement, finalement, ont mobilisé des savoirs expérientiels, historiques, qui ont été facilement valorisables dans le contexte qu'on vivait. Aussi des patients on a mobilisé des patients qui vivent avec les conséquences de la gestion de crise. Bien entendu, rapidement, on a vu l'impact de la crise sur la continuité des services. Donc, on avait des patients, par exemple, atteints de cancer ou tous les patients atteints de maladies chroniques, finalement, diabète de type 1 ou autres, qui ont eu brutalement des interruptions de service et donc qui sont devenus des acteurs importants de la pandémie. Et bien entendu, on a aussi été chercher des patients avec le Covid ainsi que leurs proches. Alors, on a monté ce comité conseil rapidement, puis on l'a mis à disposition. Puis encore une fois, les initiatives sont arrivées progressivement. Premières initiatives ici, MSSS, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Dès le début de la crise, le ministère a monté un comité d'éthique pour faire face à un certain nombre de questions critiques, en fait, qui étaient nécessaires, auxquelles il était nécessaire de réfléchir pour aider les soignants à moduler leurs actes, notamment dans un contexte évident où il y a toutes sortes de pénuries et donc toute une obligation à un moment ou à un autre de faire des choix et de procéder à des triages. Alors, ce comité éthique, rapidement, s'est plongé sur un certain nombre de sujets. Donc, moi, je faisais partie du comité éthique directement. J'étais invité à y faire partie comme patient. Et puis, derrière moi, j'avais ce groupe de patients avec qui je travaillais sur une base régulière à fur et à mesure que les projets arrivent. Beaucoup de ces patients ont été impliqués aussi directement dans un certain nombre de ces travaux-là. Et puis, aussi, ce qu'on avait, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est qu'on a aussi instauré une logique de baromètre. C'est-à-dire, comme on avait à peu près un bassin de 4 à 500 patients à l'échelle du Québec, dès qu'on avait besoin de validation sur une plus grande échelle, on faisait des sondages auprès de notre communauté beaucoup plus large de patients pour approfondir certaines questions ou pour valider un certain nombre d'hypothèses. Donc, on avait une espèce de cascade de travail en collaboration et ensuite de validation. Donc, une espèce de connexion sur une portion de la population patients du Québec qui n'était pas forcément représentative, bien entendu, mais qui quand même donnait un son de cloche extrêmement intéressant, extrêmement riche. Donc, on a travaillé sur tous ces niveaux-là, sur les différentes tables du comité éthique du ministère de la Santé. Donc, la première, on est rentré directement dans le sujet avec comme première réflexion le triage aux soins intensifs, qui a été un sujet extrêmement difficile dès le départ. Les patients qui ont été impliqués, beaucoup des patients qui ont été impliqués dans cette réflexion-là étaient sujets à être exclus d'un potentiel triage aux soins intensifs, mais encore une fois, leur grande expérience, leur recul a permis à ce document qui est encore en train d'évoluer actuellement d'ailleurs, véritablement d'amener une assez grande valeur ajoutée sur à la fois le comment faire, mais aussi comment être dans ces situations-là. Alors, ça a été une première expérience, on a vraiment sauté dans la piscine sans vraiment savoir nager. Ensuite, on a été impliqué sur les questions de triage à l'urgence, de triage des chirurgies aussi, qui commençaient à être arrêtées, avec derrière ça la grande question de savoir qui devrait être priorisé dans une situation de pénurie, effectivement, des chirurgies.
toute la question aussi des niveaux de soins. On a beaucoup poussé pour qu'il y ait des discussions sur les niveaux de soins attendus par les patients et leurs proches aux soins intensifs ou dans les situations d'urgence, qu'on maintienne le dialogue entre les patients et les professionnels de la santé malgré la crise sur les désirs de fin de vie. Puis on a fait aussi une table sur la pénurie des médicaments. Très rapidement, par exemple, la chloroquine est venue à manquer avec un certain nombre d'impacts sur des pathologies diverses et variées, mais assez importantes comme le lupus, par exemple. Donc, avec une nécessité de réfléchir de comment on pouvait mettre un peu d'ordre là-dedans, puis comment on pouvait se donner des paramètres équitables pour l'utilisation de ce type de médication. Donc, rapidement, à travers le comité éthique du ministère de la Santé, on a vraiment vu la valeur ajoutée de la mobilisation des savoirs des patients, puis comment les longues expériences de ces patients, pour la plupart atteints de maladies chroniques, ont pu être utiles à cette réflexion quand même assez intense. Merci. On a eu pas mal de collaborations avec les SUS, donc qui sont nos centres intégrés universitaires des services de santé et de services sociaux, qui sont en fait nos agrégats nos grandes agrégations régionales. On a travaillé notamment avec les CHU aussi, le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Notamment, rapidement, on a été interpellé sur la réflexion autour de comment on maintenait des partenariats famille, patients, professionnels de la santé dans un contexte de crise. Donc, on a encore une fois été très impliqué dans ce type de réflexion-là, alors que le principe de départ avait été de dire les familles sont exclues et puis on essaye de se débrouiller comme ça. Donc, on a été capable vraiment d'approcher la problématique, les questionnements de façon beaucoup plus intense et beaucoup plus profonde avec des personnes directement impliquées. On a aussi, grâce aux travaux de Marie-Pascale Paumet, qui est professeure et co-directrice avec moi du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et les publics, beaucoup travaillé sur tous les outils de communication virtuelle à distance qui ont été rapidement mis à disposition, puis de voir donc, comment on allait pouvoir procéder avec eux, comment on allait pouvoir aider à la fois, encore une fois, la communication famille, patients, mais aussi famille, professionnels de la santé, et puis comment les outils numériques allaient pouvoir nous aider là-dedans. On a aussi créé une communauté de patients Covid-19, donc on a récupéré, en fait, recruté un certain nombre de patients survivants, entre guillemets, du Covid, mais qui étaient passés à travers les soins. Puis là, on a commencé véritablement à travailler avec eux pour bien comprendre quelles expériences ils avaient vécues, comment on pouvait l'améliorer, quelles étaient leurs propositions, comment ils voyaient le futur pour les patients qui allaient arriver derrière eux, etc. Donc ça nous a permis rapidement d'aller chercher des quick wins en termes d'amélioration des soins et services et encore une fois aussi de communication entre patients, familles et professionnels de la santé. Puis finalement, on a été aussi très impliqués dans les procédures très tôt dans la télémédecine. Parce qu'un certain nombre de cliniciens ont bien vu qu'effectivement, on est en train de déployer la télémédecine. On est en train de faire en quelques semaines ce qu'on pensait faire en 3-4 ans. Et bien entendu, avec tout ce que ça avait comme conséquence sur la relation de soins, à la fois pour les patients et les familles, mais aussi pour les professionnels de la santé. Donc, rapidement, on a été aussi beaucoup impliqués, à la fois pour comprendre comment bien déployer la télémédecine, comment avoir des tutoriels très performants pour que les gens comprennent bien comment l'utiliser, identifier aussi les barrières potentielles, mais aussi la façon dont la relation de soins allait être modifiée et comment finalement il fallait adapter aussi nos façons de faire à ce nouveau mode d'entrée en relation. On a beaucoup travaillé avec les CHSLD qui sont l'équivalent des EHPAD, les centres de soins de longue durée au Québec. On a surtout travaillé avec un groupe de patients, de cliniciens qui s'est comme auto-formé pour amener un certain nombre de recommandations d'amélioration autour du partenariat dans ces milieux de soins. Et puis, on est en train actuellement de finaliser une formation pour les proches aidants. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est comme il y a beaucoup de difficultés, de réticence à intégrer les familles, à amener les familles dans les contextes de soins de longue durée pour les raisons qu'on connaît. Pourquoi on ne pourrait pas former les familles, donc en partenariat avec la faculté de médecine, bien entendu, dont le centre d'excellence, on est enraciné dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal, en collaboration avec le développement professionnel continu de la faculté de médecine. On est en train d'actuellement de développer une formation
solide pour aider les proches et les familles à pouvoir avoir des comportements et des actes adéquats quand ils vont dans les soins de longue durée. Donc, ça les aide eux, puis ça aide aussi des professionnels de la santé dans ces institutions-là à mieux accepter les familles et les proches. Finalement, un autre exemple d'implication, au mois de mai, la directrice scientifique du Fonds de recherche québécois en santé m'a demandé de co-diriger un tout nouveau réseau, le réseau de recherche COVID-pandémie, qui a comme mission de coordonner l'ensemble des efforts de recherche à l'échelle du Québec. Et bien entendu, donc, je co-dirige avec une scientifique de haut niveau à l'Université de Montréal qui s'appelle Nathalie Granvaux et un chercheur intensiviste à l'Université de Sherbrooke, François Lamontagne. Et donc, par le fait que moi, je coordonne aussi ce réseau de recherche, bien entendu, l'intention était très claire et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, qui fait en sorte que ce réseau de recherche ait des racines profondes en matière de transfert des connaissances vers les citoyens, mais aussi en matière de mobilisation des savoirs patients à l'intérieur de ces réflexions, etc. Donc, encore une fois, on voit cette volonté de dire, ce constat, puis cette volonté de dire ce qu'on est en train de faire actuellement n'est pas juste une question de prise en charge, c'est aussi une question de mobilisation citoyenne, c'est aussi une question de mobilisation des patients et de leurs proches. On le voit actuellement, hein, l'enjeu, je ne sais pas comment c'est dans vos autres pays, mais chez nous au Québec, l'enjeu, c'est le comportement des personnes. Encore une fois, on peut se concentrer sur l'offre de service l'offre de service qu'on va offrir à la population, mais en même temps, il faut aussi que cette population, toute catégorie confondue, adopte des comportements qui vont aussi les aider à se protéger. Puis il faut qu'on comprenne comment faire ça. Alors, encore une fois, on a eu un impact à la fois dans les soins, à la fois dans la recherche, puis à la fois aussi dans l'enseignement. Je ne l'ai pas mis ici, mais on a aussi travaillé beaucoup avec nos patients partenaires, nos étudiants en médecine de l'Université de Montréal n'ayant plus accès au milieu de soins. Nos patients partenaires ont fait du coaching à distance, ont participé à des simulations à distance et donc offert leur savoir expérientiel pour que nos étudiants en médecine qui n'avaient plus forcément la même ouverture à expérimenter sur le terrain puissent avoir accès à des patients expérimentés aussi pour continuer leur courbe d'apprentissage. Pour conclure, quelques grands éléments de qu'est-ce qu'a fait la valeur ajoutée des patients dans toutes ces expériences-là. Déjà, dans les réflexions, je dirais plus de l'ordre éthique, les patients ont beaucoup, vous savez, quand on discute des questions de pénurie ou de rareté, bien entendu, on est beaucoup dans une logique de maximisation des bénéfices qui a souvent tendance à prendre le dessus. Mais avec les patients, finalement, on a la question de l'équité a pris aussi toute son ampleur. Ça a vraiment été quelque chose qui a été poussé systématiquement par les patients pour éviter qu'il y ait de la discrimination qui soit faite sur l'âge, sur le type de maladie ou sur le handicap. Bien entendu, les patients ont fait beaucoup de représentations pour insister sur l'importance de la transparence des informations diffusées, de la communication et de l'importance de consolider les processus de communication qui ont été quand même assez faibles dans les débuts de la pandémie. Ça s'améliore, mais on a quand même beaucoup de chemin à faire. Donc ça a été aussi un axe important. Le respect à la dignité, hein, bien entendu, ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de crise grave, de soins intensifs, qu'il ne faut pas accompagner les gens à mourir dignement, etc. Donc ça a été aussi un sujet de préoccupation important. Quand il s'agissait de triage aussi, ça a toujours été la question de maintenir une humanité en contexte de prise de décision complexe. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est en crise, ce n'est pas parce qu'on est dans la complexité qu'on ne peut pas prendre en considération un certain nombre d'éléments qui vont maintenir une perspective humaniste. Beaucoup d'attention aussi sur tous les documents qui ont été sortis en général. Les patients partenaires ont prêté beaucoup d'attention à la forme, à la façon de passer les messages. Pour que ça ne choque pas, pour que ça puisse justement avoir une portée pédagogique forte. Et puis finalement, comme vous le savez maintenant dans le milieu de la qualité, à partir du moment où vous mettez des patients dans des réflexions autour de l'amélioration, autour de la recherche de nouvelles idées, les patients ils parlent en trajectoire de vie. Alors tout de suite, tout devient plus systémique, tout devient plus intégré, tout devient plus complet
par leur simple présence, parce qu'ils ne vivent pas dans les silos, parce qu'ils vivent davantage dans la transversalité. Alors bien entendu, cette valeur ajoutée d'avoir une perspective de trajectoire, de parcours transversal a été véritablement une valeur ajoutée, je dirais, constante, qui a permis de s'assurer qu'on ne ratait rien, puis qui s'assurait d'avoir une vue beaucoup plus large de la plupart des problématiques qui ont été abordées durant la crise. Alors, je m'arrêterai là et je vais enlever mon partage. Merci beaucoup. Voilà, pour cet exposé à nouveau très intéressant. Je pense qu'il complète bien les autres en apportant un bel éclairage, voilà, évidemment plus axé patient, famille, et je pense qu'on a un certain nombre de difficultés, voilà, et de questions auxquelles on a tous été confrontés dans nos différents pays, dans nos différents systèmes, mais peut-être en allant un peu plus loin dans les réponses et surtout dans la structuration des réponses qui ont été apportées. Donc voilà, je pense que c'était vraiment très intéressant. Pas mal de problèmes techniques font que voilà, on a déjà dépassé le temps prévu pour le webinaire, mais en tout cas voilà, je tiens vraiment d'abord à remercier tous les participants qui sont encore très nombreux là, puisqu'on en a perdu que quelques-uns avec le décalage dans le temps, et donc un tout grand merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Je pense que ça justifie et ça renforce la volonté d'avoir vraiment ce groupe d'échange au sein de la communauté francophone de l'ISCOA, et donc on va continuer comme ça. Évidemment, un tout grand merci aux différents orateurs pour la qualité de l'intervention, la préparation, et je pense voilà, ça nous a vraiment permis d'avoir des éclairages différents et des points de vue différents sur les problèmes auxquels on a tous été confrontés de manière plus ou moins similaire. Pour rappel, pour les participants qui sont encore là, donc le webinaire est enregistré et sera mis à disposition sur le site de l'ISCOA, et plus spécifiquement sur la page consacrée au niveau de l'ISCOA à la communauté de pratique francophone. Les présentations des différents orateurs également seront également chargées à cet endroit-là, et donc j'invite aussi tous les participants, s'ils ont des suggestions de thèmes pour les prochains webinaires, ou s'ils ont des questions qu'ils souhaitent poser aux présentateurs des différents exposés, de nous les envoyer via aussi le site de l'ISCOA. Il y a l'adresse mail de la coordinatrice au niveau de l'ISCOA de ce groupe, et donc elle nous les fera suivre, et donc on répondra au plus vite aux questions, et surtout on prendra vos suggestions pour les prochaines activités, tant en termes de sujets de webinaire, mais aussi que de ressources ou d'autres éléments qui pourraient faire l'objet d'un échange au sein de cette communauté francophone. Voilà, un tout grand merci à tous. Désolé pour le petit retard, mais je pense que l'intérêt des différentes présentations le justifie largement, et donc je vous annonce déjà que le prochain webinaire est fixé juste après les fêtes de fin d'année, et donc se dérouleront au mois de janvier autour des événements indésirables, de la déclaration des événements indésirables, mais aussi de l'évolution de l'utilisation de cet outil au sein de nos institutions de soins pour améliorer la fiabilité de nos systèmes. Voilà, plus d'informations suivront. Un tout grand merci à vous, très bon après-midi pour tous ceux qui sont sur cette partie-ci du monde. Une bonne journée à Vincent et à ses collègues de l'autre côté de l'Atlantique, et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.